l'invité de la matinale. KTO Radio. Les entretiens de Valpré se tiennent cette semaine, en fin de semaine à Lyon. La rencontre qui rassemble des dirigeants et des cadres d'entreprises propose de plancher cette année sur le thème de l'intelligence artificielle et de la responsabilité humaine. Alors, quelle place pour l'éthique, la conscience et le discernement humain dans tout ça? On a choisi ce matin de décliner ce thème avec notre invité Maxime Vermès. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes directeur général de Finance Mescart. Donc c'est la partie conseil du groupe Mescart, conseil en investissement. Et c'est le premier groupe en France à avoir créé un fonds éthique. On va y revenir. Tout d'abord, une remise en perspective pour les non-spécialistes. Et expliquez-nous l'émergence de l'intelligence artificielle dans les milieux de la finance aujourd'hui. Quel impact ça a? C'est un impact considérable et pas que dans la finance, dans tous les secteurs de l'économie, des pans entiers. C'est une des transformations majeures du 21e siècle. Elle redessine tous les contours des métiers, des organisations et je dirais même de notre rapport au monde. Alors son essor va soulever de nombreuses questions qui sont techniques, qui sont géopolitiques, qui sont même éthiques d'ailleurs. Mais ça offre également beaucoup d'opportunités qui sont inédites pour la performance des entreprises, pour l'innovation et on espère pour le bien commun. Et en quoi, de votre point de vue, l'intelligence artificielle interroge le discernement et la responsabilité humaine? Elle interroge beaucoup puisqu'elle, encore une fois, elle soulève, elle est très prometteuse de nombreux gains de productivité, mais jusqu'à quel niveau? On peut se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle ne sera pas destructrice d'emplois et comment les sociétés vont s'y adapter. D'autre part, sur un plan environnemental, on sait que l'IA est très énergivore, donc on peut aussi s'interroger dans l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, jusqu'où faut-il l'encourager et jusqu'à quel développement. Et je dirais sur un plan éthique, l'IA, avec certains usages qui peuvent permettre notamment des agissements criminels ou dangereux pour les populations, quelles sont là aussi les limites et comment contrôler cette IA qui se dit si autonome. Donc ça soulève beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera évoqué en long, en large et en travers pendant ces entretiens de Valpré que nous sommes heureux d'accompagner la semaine prochaine. À la fin de cette semaine, pardon. Maxime Vermès, vous parlez du profit possible avec l'intelligence artificielle. La finance internationale est encadrée par des règles et des lois qui ont pour objectif de réguler tout ça. L'IA pourrait-elle fragiliser justement le respect de ces règles au nom du profit et de la compétitivité justement? Écoutez, l'IA, on ne sait pas encore de quoi elle est capable, mais effectivement, la finance a beau être encadrée, elle a déjà démontré à plusieurs reprises dans l'histoire qu'elle pouvait commettre des excès. Et c'est vrai que la puissance de l'intelligence artificielle peut aussi interroger, peut inquiéter. Donc c'est important effectivement que cette IA également soit cadrée. C'est ce que notamment l'Europe essaye de faire. Et on espère que effectivement les activités comme celle de la finance le seront pour éviter tous les abus. Et notamment peut-être des abus d'instrumentalisation de milieux financiers par les entreprises qui détiennent cette intelligence artificielle. C'est un risque également ou pas? Le risque, c'est la puissance de ces industries. Aujourd'hui, la semaine dernière, je crois qu'on a, entre guillemets, célébré plus de 5 000 milliards pour une société comme Nvidia en termes de valorisation d'actifs. Donc, ce sont des champions qui ont des puissances aujourd'hui de feu supérieures à des États. Donc, c'est vrai que la notion de pouvoir d'entreprise privée dans nos sociétés pose vraiment un certain nombre de questions éthiques et il est important de discerner autour de ça pour savoir voilà, quel est le rapport de force entre les États qui sont là pour protéger les populations et un certain nombre de groupes privés. Hmm. Ça soulève notamment ces questions-là. Et il y a une autre échelle, celle peut-être des personnes qui demandent un crédit, par exemple. Certains craignent que des propositions de crédit, il y ait des tarifs opaques autour calculés par l'IA agrégerait des données personnelles sur les risques. Ça peut aussi avoir un impact sur le consommateur lambda, entre guillemets. Oh, sans aucun doute, la protection des données est un des sujets principaux, effectivement, qui est lié à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, son usage déviant est tout à fait possible. Encore une fois, je pense qu'on a la chance d'être en Europe où le régulateur s'occupe de protéger effectivement le consommateur, le particulier. Mais effectivement,
que ce soit sur la surveillance des données ou que ce soit leur usage, les risques sont nombreux. Donc il est important effectivement de fixer un cadre à cette nouvelle technologie, hein. Il ne faut pas non plus être uniquement noir Oui. en cette matinale. C'est aussi prometteur de beaucoup d'optimisation de travail et donc de qualité de vie potentielle. Mais c'est cet équilibre qu'il faut, je pense, essayer de trouver dans le respect de la dignité humaine notamment. Et c'est là-dessus encore une fois, on réfléchit beaucoup aujourd'hui. Votre groupe est impliqué dans la finance éthique. On peut rappeler d'ailleurs que c'est une religieuse, sœur Nicole Rey, qui la première vous a interpellé sur ce sujet. C'était au début des années 1980. Rappelez-nous un peu son histoire et quelle était sa problématique et son intuition autour d'un fonds éthique. Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. La sœur Nicole Rey appartenait à la congrégation Notre-Dame et elle en était économe générale et elle est venue nous voir au début des années 80 pour nous demander finalement de trouver une solution pour que la gestion des actifs de la congrégation le soit dans le respect de la pensée sociale chrétienne, de la doctrine sociale de l'Église, et que les investissements ne soient pas uniquement porteurs de performances financières, mais porteurs de sens également. Et finalement, on a cheminé avec cette sœur qui est une pionnière de l'investissement socialement responsable, hein, et on a créé pour elle et pour sa communauté le premier fonds éthique de France en 1983 qui s'appelle Nouvelle Stratégie 50. Et je rappelle que sœur Nicole Rey a été aussi la créatrice de l'association Éthique et Investissement qui vit encore aujourd'hui et qui travaille beaucoup sur effectivement la finance éthique et comment choisit-on, en plus de critères purement financiers, des investissements dans lesquels flécher l'épargne des investisseurs. Et il en existe combien aujourd'hui des fonds des fonds éthiques qui reprennent les valeurs de la doctrine sociale de l'Église? Oh, écoutez, je pense qu'il en existe quelques centaines dans le monde probablement, que ce soit des fonds dédiés ou des fonds qui sont ouverts aux consommateurs, hein, à tout un chacun, à tous les épargnants. Nous avons le plaisir d'en gérer une bonne dizaine depuis maintenant de nombreuses années, et notamment des fonds de partage également, comme le fonds Porteur d'Espérance ou le fonds Procléro, qui s'inspirent à la fois de la doctrine sociale de l'Église, mais également de Mensuram Bonam, qui est un texte qui date de 2022 et qui définit des critères assez précis pour l'investissement catholique au sens du respect de la vie humaine, de la dignité humaine, du bien commun et de la solidarité. Donc ce sont en plus de filtres finalement financiers, hein, qui sont les filtres classiques que l'on utilise pour définir dans quelle entreprise on va finalement investir les capitaux qui nous sont confiés, on rajoute ces filtres extra-financiers que sont les critères que j'ai définis pour choisir finalement dans quelles entreprises on va réaliser ces investissements. Vous avez parlé du document Mansuram Bonam qui a été édité, publié par l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales. Est-ce que ce document a eu un impact? Est-ce que ça a clarifié des choses? Absolument. Il a eu beaucoup d'impact pour toutes les finalement entités qui sont amenées à gérer des investissements, puisque effectivement chacun tentait comme il le pouvait finalement de définir des critères éthiques. Et ce texte a beaucoup précisé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, il a beaucoup précisé les critères pour l'investissement catholique. Et en particulier, ce texte a rappelé que la finance doit d'abord être un outil qui est au service de l'homme et pas l'inverse. Et quand on dit ça, on dit beaucoup de choses. Je trouve que c'est la meilleure synthèse qu'on puisse lui donner. La finance n'est qu'un outil qui est au service de l'homme et pas l'inverse. Elle ne doit pas être la maîtresse de l'homme. Donc effectivement, le texte est profond. On parlait de sœur Nicole Rey qui, dans les années 80, a demandé la création d'un fonds éthique. C'était un contexte déjà à l'époque où se posait la question de la performance. La rentabilité peut-elle être obtenue à tout prix aujourd'hui? Justement, non. Enfin, on le voit bien. L'ESG, les critères environnement, sociaux et de gouvernance se sont beaucoup développés. Donc, ce sont des critères que l'on utilise beaucoup chez Mescar aussi. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde a fait le constat qu'on est dans une urgence climatique qui est importante, que sur un plan social et sociétal, on atteint parfois les limites du capitalisme financier à outrance et qu'il faut trouver
une morale, trouver une éthique, trouver un équilibre entre la recherche de performance à tout prix et la recherche du bien commun. On a une maison commune qui est la planète, et il faut aussi qu'on arrive à finalement la rendre la plus durable possible pour le bien de tous. Et c'est cette réconciliation entre la performance et le sens que l'on essaye dans la gestion éthique de mettre en œuvre tout simplement dans le placement. Et concrètement, Maxime Vermès, confier un capital à un fonds éthique aujourd'hui, c'est renoncer à une part de performance? Ah, merci de cette question. C'est souvent effectivement je dirais l'idée que l'on a. Alors absolument pas, et on en fait la preuve. On gère des fonds éthiques depuis 40 ans maintenant, et on a pu faire la démonstration que ces fonds ne sont en rien moins performants que d'autres. Ils ont justement ce supplément d'âme important qui est qu'ils sont fléchés avec beaucoup d'humilité vers les entreprises dont nous pensons qu'elles sont, j'allais dire, les plus positif sur un plan du comportement face à tous ces enjeux extra-financiers, et que la performance finale est au rendez-vous avec ce complément de sens qui est si important pour la société. Mmh. L'Institut des hautes études en finances religieuses, c'était en 2022-2023, je crois, a estimé le montant des capitaux détenus par les institutions catholiques, congrégations et fidèles dans le monde. Cela représente 1800 milliards d'euros. Euh, L'intention de cette estimation est d'encourager les catholiques à agir. Pourrait-il avoir un impact collectif en faveur d'une finance éthique? Je pense que effectivement, il y a beaucoup de réflexions en cours sur comment mettre au service ce patrimoine catholique pour le bien commun, et beaucoup d'initiatives qui sont en cours dans tous les pays en Europe et dans les pays anglo-saxons également notamment, et ailleurs. Il y a encore peut-être un petit peu trop d'isolement, et même si j'allais dire, les volontés sont très positives, il y a probablement encore effectivement beaucoup de travail en commun à faire pour que cette finance chrétienne, catholique, soit plus productive au service des hommes et au service de la société. Et une dernière question, Maxime Vermès. Quels sont les leviers, selon vous, à employer pour tenir un cap qui respecte l'éthique et l'humain à l'avenir? Bon, écoutez, je pense que le discernement est ce qu'il y a de plus important. Euh, on est dans une société effectivement où le profit et le développement sont au cœur des moteurs économiques, et on est dans une phase de transition qui est importante, où il va falloir trouver un équilibre euh, beaucoup plus important entre finalement le respect encore une fois, de notre maison commune et cette recherche de performance. Je crois que le cap, c'est la foi, et le cap, c'est aussi l'éthique des uns et des autres face à cette utilisation du bien commun, dont il faut savoir respecter tous les contours pour que ce bien commun soit le plus durable possible. Maxime Vermès, directeur général de Financière Mescart, premier groupe en France notamment à avoir créé un fonds éthique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis on vous retrouve aux entretiens de Valpré en fin de semaine. Avec plaisir. Merci Maxence, et bonne journée. Bonne journée.